Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de ce jeudi 14 novembre. La fête nationale monégasque est le reflet de nombreuses traditions. Illustration ce soir avec la remise de colis de la Croix-Rouge monégasque par le prince Albert II et la princesse Charlène et les premières remises de médailles. Nous avons également assisté aux répétitions de l'interprétation de l'hymne monégasque a cappella avec une cadence de rythme, vous le verrez, bien particulière pour chanter ensemble. Dans ce journal également, la cérémonie des 100 ans de l'AS Monaco Omnisport, célébrée en présence de l'ensemble des sections et du prince Albert II et qui aura sacré les sportifs de l'année. Ce 14 novembre correspond à la journée mondiale du diabète, une maladie qui touche plus de 4 millions de personnes en France. L'occasion de mieux faire connaître cette pathologie, sa prise en charge et surtout les moyens de la prévenir. L'écrivaine Maud Ventura sera notre invitée ce soir. Avec elle, nous parlerons réputation, un thème choisi pour la nouvelle conférence des rencontres philosophiques de Monaco. Et enfin, une démonstration à couper le souffle. Ce matin, le ciel monégasque a été le terrain de jeu de passionnés de wingsuit. Reportage à découvrir à la fin de ce JT. Mais avant de développer ces titres, l'information est tombée dans la matinée. Le Grand Prix de Monaco reste au calendrier de Formule 1 jusqu'en 2031. Une prolongation de 6 saisons qui nous permettra de voir encore les monoplaces rivaliser sur ce mythique circuit citadin, avec tout de même une petite modification. Dès 2026, le Grand Prix en principauté aura lieu le premier week-end de juin et non plus fin mai. Nous reviendrons plus longuement sur cette information dans notre édition de demain. L'actualité, c'est également la fête nationale monégasque. Vous le savez, cette fête du prince est le reflet de plusieurs traditions, qu'elles soient nationales, religieuses ou festives. Elle a également une dimension sociale, avec la distribution de colis à certains bénéficiaires de la Croix-Rouge monégasque. Ce jeudi matin, leurs Altesses Sérénissimes, le prince Albert II et la princesse Charlène ont procédé à la remise des colis au siège de la société. Camille Madrid-Taroncher vous en dit plus au micro de Fabien Bonilla. Elle est responsable du service social à la Croix-Rouge monégasque. Au niveau du service social, globalement, on accompagne environ 500 bénéficiaires tout au long de l'année. Là, pour les personnes bénéficiaires à qui on remet des colis, nous avons donc 132 bénéficiaires. Parmi eux, on compte 105 femmes et 27 hommes. Nos colis du coup sont composés en fait d'un assortiment gourmand. Donc nous avons plusieurs douceurs qui sont dedans. Ils sont en fait destinés à être remis à nos bénéficiaires qui sont retraités, résidents à Monaco et qui sont inscrits sur nos listes de remise de colis accompagnés par le service social de la Croix-Rouge monégasque. Et pour la petite anecdote, 2 bénéficiaires de la Croix-Rouge monégasque sont centenaires. Autre événement qui se déroule en amont de ce 19 novembre, c'est l'attribution d'insignes et de distinctions. Les cérémonies ont débuté aujourd'hui avec les médailles du travail. Elles ont eu lieu au musée océanographique en présence du ministre d'État Didier Guillaume et du ministre des Affaires sociales et de la Santé Christophe Robineau. Cette cérémonie, comme toutes les autres, sont à retrouver en intégralité sur notre antenne et sur notre chaîne YouTube. Après les médailles du travail, ce sont les médailles d'honneur pour la fonction publique qui ont été remises dans l'après-midi. Elles rendent hommage aux fonctionnaires et agents de l'État qui assurent quotidiennement l'efficacité de l'administration monégasque et assurent ainsi l'efficacité de son fonctionnement. Nous en profitons pour saluer la médaille de notre journaliste que vous retrouvez également à la présentation du JT, Fabien Bonilla, pour ses 20 ans de service. Fabien, qui a suivi une répétition bien particulière à l'approche de cette fête nationale, la répétition de l'hymne monégasque chanté a cappella. Cette version, qui avait été dévoilée lors de la fête du prince en 2018, nécessite le respect d'une cadence bien particulière. Un procédé a été mis en place pour la respecter. Les détails dans ce reportage. Le découpage de chaque phrase en 8 temps, en 8 cases. Il est 8 h, nous sommes dans la caserne des Carabiniers du Prince, boulevard de Belgique. Une vingtaine d'entre eux se sont réunis pour se perfectionner dans la manière d'interpréter l'hymne monégasque. Ils sont autour du chef de l'orchestre, Olivier Dréau, qui a conçu une méthode bien particulière. C'est très simple, chaque phrase de l'hymne est découpée selon un quadrillage de 8 cases. 8 cases parce que 8 temps.
Et dans la répartition de ces temps, il y a un temps fort, un temps faible, un temps fort, un temps faible, et une succession de temps forts et de temps faibles, qui pour nous les militaires peuvent être aussi représentés par le pied gauche, qui est le temps fort lorsque l'on défile, et le pied droit, le pied gauche, le pied droit. Et il est beaucoup plus facile, beaucoup plus aisé pour tout le monde de lancer une cadence, de lancer une marche, même sur place, en alternant gauche, droit, et ensuite, avec les yeux et les lettres rouges, qui ne doivent être chantées que sur les pieds gauches, de caler la voix sur ce balancier en fait qui n'est que le métronome des musiciens. Avec cette méthode basée sur la rythmique, le rendu est encore plus percutant. Le résultat est tout simplement qu'au lieu d'avoir une sorte de prosodie, pas tout à fait synchronisée, c'est un peu vague, un peu flou. Là, au contraire, on est beaucoup plus synchronisé, on chante ensemble, on articule de façon plus intéressante, et les voix ne s'additionnent pas, elles se multiplient. Donc le phénomène acoustique est vraiment très efficace, on arrive à être sans crier, sans forcer la voix, à être beaucoup plus impressionnant. Pour la fête nationale, nous serons une 60aine de chanteurs dans la cour. Je pense qu'on va obtenir un blast, un impact qui sera bien supérieur. Les carabiniers ont reçu cette formation ainsi que les sapeurs-pompiers qui seront présents ce 19 novembre dans la cour d'honneur du Palais Princier. Et pour ne rien manquer de l'ensemble des festivités de la fête nationale monégasque, rendez-vous chaque soir à 19 h sur Monaco Info pour votre JT, mais aussi le mardi 19 novembre pour vivre en direct la fête du Prince sur notre antenne à partir de 9 h 30. Place à présent à une autre cérémonie, celle du centenaire de l'AS Monaco Omnisport, un anniversaire célébré en présence d'une centaine d'athlètes des différentes sections et du Prince Albert II. Plus de détails avec Gaëtan Lebrun et Hugo Comaza. C'est l'événement qui récompense les sportifs ayant fait l'actualité et la fierté de la principauté tout au long de l'année civile. Natation, athlétisme, karaté, les 24 sections de l'AS Monaco Omnisport ont été félicitées. Il y en avait 23 l'an dernier, mais la section padel a été inaugurée hier et vient s'ajouter à la longue liste des sports de l'ASM. Une cérémonie marquée aussi par la passation de pouvoir de Louis Biancheri, qui s'est vu remettre le trophée de président d'honneur pour ses 45 années de bons et loyaux services. Il donne le flambeau à Roland Biancheri, son président adjoint et nouveau président général de l'AS Monaco Omnisport. C'est une grande mission que m'a confiée le président Biancheri. Alors c'est assez gag parce que si on joue la petite anecdote, un Biancheri remplacé par un Biancheri parce qu'il se trouve que je m'appelle aussi Biancheri, même si on n'a pas de lien de famille. Mais c'est une grosse machine qu'il a mis en place avec beaucoup de bonne volonté autour de lui, avec beaucoup de rigueur. Et je vais essayer d'être à la hauteur avec un groupe de personnes qui veulent essayer un petit peu de rénover un peu le contenu, et on va essayer d'accompagner au mieux les jeunes générations parce qu'il faut se tourner vers l'avenir, vers nos graines de champions comme on l'a dit ce soir, et à partir de là essayer de recontinuer. On recommence ce qui a été fait dans l'air du temps. Comme chaque année, l'ASM a élu les 2 athlètes de l'année, un trophée qui récompense le sportif et la sportive qui se sont distingués un peu plus des autres, notamment grâce à leur performance. Cette année, c'est Cassandre Beaugrand, championne olympique de triathlon au JO de Paris, et Théo Andan, spécialiste du 4x400 en athlétisme, est présent lui aussi aux Jeux Olympiques. Je suis très content d'avoir gagné ce trophée ce soir, je ne m'attendais pas trop. C'est la 5e fois pour moi et voilà, même si cette année c'était une année un peu plus compliquée que les autres, voilà, je suis toujours très content de remporter ce trophée. Voilà, l'ASM c'est vraiment un club pour moi qui me donne beaucoup de choses et je suis content, voilà, de les représenter à l'international, surtout là cet été aux Jeux Olympiques. Voilà, je voudrais remercier mon club, la section athlétisme et puis la fondation Flojac qui me soutient depuis maintenant quelques années. Et sans ce soutien, voilà, je ne pourrais pas avoir ce trophée ce soir. C'est vrai que pour moi c'était un honneur, sachant que en plus voilà, j'ai essayé de compter combien d'années ça faisait avec l'AS Monaco, et c'est vrai que j'étais au club d'athlétisme en 2012. Donc voilà, maintenant club de triathlon, et je suis contente d'avoir ce titre d'athlète de l'année.
Une cérémonie sur le thème du centenaire qui a félicité les athlètes du présent, les futurs espoirs, mais aussi ceux qui ont fait l'histoire de l'ASM Omnisport, dont notamment le prince souverain qui s'est vu remettre le trophée de légende de l'ASM pour l'ensemble de ses contributions à la fois sur les terrains et en dehors des terrains. Dans le reste de l'actualité, à l'occasion du salon Ever Monaco au Grimaldi Forum, le prince Albert II a participé au 6e European Startup Prize for Mobility, une initiative publique-privée cofondée en 2017 par la présidente de la Commission des Transports et du Tourisme du Parlement européen, avec comme objectif de soutenir et accompagner les meilleurs projets innovants de la mobilité durable dans leur expansion européenne. Ce 14 novembre correspond à la journée mondiale du diabète, l'opportunité de mieux faire connaître cette pathologie, sa prise en charge et surtout les moyens de prévenir cette maladie qui touche plus de 4 millions de personnes en France. À Monaco, une journée de dépistage a été organisée sur le parvis du centre commercial de Fontvieille. Le reportage de Christina Petit-Homel et Camille Caloni. Le diabète est une maladie silencieuse. Le seul moyen de découvrir si la maladie nous touche, c'est grâce à un test sanguin appelé la glycémie capillaire, une méthode instantanée qui permet de mesurer le taux de sucre dans le sang. Je prends une bandelette que je mets dans un appareil de glycémie pour avoir le taux de glycémie de la personne qui est en face de moi. On a rempli un questionnaire pour savoir un petit peu ses antécédents, son poids, sa taille et surtout s'il y a des antécédents de diabète dans la famille. C'est important de se faire dépister. On prend 5 minutes sur notre temps et c'est assez rapide. Donc ayant des personnes diabétiques dans ma famille, non pas directement, je me suis dit qu'il faut que je le fasse. Ça ne fait pas mal du tout. C'est une micro-piqûre au bout du doigt, on ne sent quasiment rien. Et ça prend au grand maximum 1 minute pour avoir le résultat de sa glycémie, être rassuré, repartir, vaquer à ses occupations sans inquiétude. Cette maladie sournoise, car silencieuse, fait des ravages considérables à travers la planète. Les premiers symptômes pouvant se faire sentir parfois plusieurs années après l'apparition de la maladie. On estime actuellement qu'il y a entre 120 et 140 millions de diabétiques dans le monde. Et ce chiffre pourrait bien doubler d'ici 2025. Les causes, la prédisposition génétique, le surpoids, la sédentarité ou encore l'hypertension artérielle. La problématique du diabète, c'est une maladie silencieuse qui est à l'origine de nombreuses complications, essentiellement des complications vasculaires, microvasculaires ou macrovasculaires, donc un risque de maladies cardiovasculaires, d'accidents cardiovasculaires, d'accidents vasculaires cérébraux, de maladies coronaires ou d'artérites des membres inférieurs. Lors de ces opérations, vous avez souvent des cas positifs? Ce matin, par exemple, j'en ai déjà eu deux personnes qui n'avaient pas d'antécédents de diabète dans la famille, et à qui on a découvert un diabète, donc ils sont allés voir le médecin. D'où l'importance d'avoir un médecin diabétologue avec nous quand on fait des journées comme ça de dépistage. Malheureusement, c'est souvent arrivé au stade des complications que les personnes découvrent alors qu'elles sont diabétiques, d'où l'intérêt d'un dépistage précoce. Si on est diabétique, les premières solutions, c'est adapter son hygiène alimentaire, avoir un exercice physique régulier. La perte de poids suffit parfois à améliorer l'équilibre glycémique. Si ces mesures diététiques, alimentaires et physiques, cette hygiène de vie ne suffisent pas, il faut alors consulter son médecin qui éventuellement vous adressera à un endocrinologue pour débuter un traitement. Un traitement qui permettra ainsi d'équilibrer le diabète tout en améliorant son profil glycérique pour anticiper la survenue des complications. Une campagne donc, vous l'aurez compris, essentielle. Les rencontres philosophiques de Monaco s'attaquent au thème de la réputation qui avait tant inspiré Georges Brassens. Elle est faite des opinions, des jugements, des façons positives ou négatives dont on est estimé ou considéré par autrui. Mais quelle place accordons-nous à notre réputation? A-t-elle évolué avec la révolution numérique? Pour le savoir, nous sommes avec l'écrivaine Maude Ventura, invitée des rencontres philo. Bonsoir. Bonsoir. Selon vous, pourquoi portons-nous beaucoup d'importance à l'image sociale que l'on renvoie à notre réputation? Je pense que c'est une question éternelle que celle de la réputation, une question philosophique d'ailleurs, celle de l'image que l'on renvoie de soi et du regard des autres. Et je pense qu'on aimerait s'en détacher, mais que c'est très difficile. Oui, parce que qu'elle soit bonne ou mauvaise, la réputation nous colle à la peau. Hein.
Effectivement, la réputation, on ne s'en détache pas. La réputation est une opinion, une rumeur qui court autour de soi et c'est très difficile de s'en détacher. Et elle s'alimente aussi de nos actions, de nos paroles. Effectivement, la réputation court comme une rumeur autour d'actes, de faits et puis parfois elle est aussi cruelle parce qu'elle va s'attacher à un mot de travers et n'est peut-être pas toujours représentative d'une certaine vérité. Donc la réputation peut être trompeuse et en même temps elle est assez fascinante parce qu'elle est aussi ce qu'on donne de soi sans le vouloir, ce bruit qui court qu'on ne peut pas arrêter. Donc il y a aussi une certaine vérité dans la réputation. Et qui peut être amplifiée avec l'essor des réseaux sociaux, hein. Effectivement, et d'ailleurs on parle à juste titre de réputation numérique, ce qui pose la question de la trace qu'on peut laisser et de cette réputation amplifiée, comme vous dites, à l'ère des réseaux sociaux. Et en même temps, la question de la réputation est totalement immortelle et je pense que même dans l'Antiquité, dans l'Iliade, Achille qui voulait la gloire et le respect de tous, se posait la question de son honneur, de sa réputation. Donc c'est aussi une question immortelle. Pour Gloria Origi, l'autre invitée des rencontres philo sur ce thème, la réputation n'est qu'une pure façade et est opposée à l'authenticité. Comme si nous avions deux égaux, c'est un sentiment que vous partagez également ? Je pense qu'il nous faudrait des heures pour débattre sur la question, mais je pense que j'ai envie de croire qu'il y a un fond de vérité dans la réputation parce qu'elle nous échappe, parce qu'on voudrait la maîtriser, la réputation, on voudrait la décider, la faire ployer et pourtant on ne peut pas. C'est quelque chose qui nous échappe et il y a peut-être quelque chose de vrai sur ce qu'on dit sur nous et on n'est pas toujours les meilleures personnes pour faire le portrait de nous-mêmes et donc il y a quelque chose de vrai aussi dans ce qui se raconte sur nous, même si c'est du oui-dire et des discours autour. Moi j'ai envie de croire que la réputation peut-être contient une certaine parcelle de vérité. Et est-ce que la réputation rejoint la popularité, la célébrité? On rappelle d'ailleurs le titre de votre dernier ouvrage, Célèbre, paru aux éditions L'Iconoclaste. Oui, la question de la célébrité et de la réputation sont très liées et c'est très intéressant de se pencher sur le cas de la célébrité parce que la célébrité serait peut-être une réputation à très grande échelle, avoir bonne réputation ou mauvaise réputation mais auprès de milliers ou de millions de personnes et dans le cas d'une personnalité publique, la question de sa réputation devient centrale et effectivement c'est une question que j'aborde dans mon roman Célèbre avec cette figure de chanteuse qui veut maîtriser sa réputation et elle comprend que sa réputation est un bien très précieux et donc elle est évidemment entourée de conseillers en images et de personnes pour la conseiller, pour essayer de modeler sa réputation. Mais encore une fois, la réputation échappe au contrôle. C'est ce besoin de reconnaissance également ? Oui, je pense qu'on en revient à la question du regard des autres et le besoin de se sentir admiré, applaudi. Dans le cas de mon personnage, elle a besoin de l'applaudissement et donc de l'approbation de millions de personnes. Et c'est ce qui se joue aussi dans la célébrité. Mais c'est le cas aussi pour tout le monde, pour le commun des mortels. On peut toujours se poser la question de où est-ce qu'on trouve sa reconnaissance? Est-ce qu'on la puise dans nos proches, auprès de notre conjoint et de quelques amis? Ou est-ce qu'on a besoin que beaucoup de personnes nous valorisent et nous disent que c'est bien? Ça se pose aussi dans le monde du travail, la question de la reconnaissance. Et je pense que c'est une question vraiment fascinante. Et c'est une question, comme vous l'avez dit, que l'on prendrait des heures à développer ensemble, mais le temps est compté. Merci beaucoup, Maud Ventura, d'avoir été notre invitée ce soir. On rappelle, vous étiez l'invitée des rencontres philosophiques de Monaco. Merci. Merci. C'est un geste pour la planète où rien ne se perd. La mairie de Monaco a organisé dernièrement son opération Don de plantes au parc Princesse Antoinette. Un rendez-vous qui célébrait sa 5e édition. Christinda Petit-Homel est partie à la rencontre de ceux qui ont la main verte. C'est le changement de saison et les plantes se renouvellent au parc Princesse Antoinette. Près de 200 plantes qui ne sont plus assez jolies pour décorer les jardins du parc, mais qui refleuriront à la saison prochaine, ont donc été offertes au public hier après-midi au sein même du parc. L'objectif, donner une seconde vie à ces plantes semées la saison précédente et déracinées dernièrement. Des arbustes qui ont donc été remis gracieusement à raison d'une personne par végétal et qui enchantent toujours autant les petites mains vertes, l'opération ayant vu le jour en 2022.
Alors c'est vraiment dans le cadre de la démarche environnementale de la mairie, donc favoriser l'économie circulaire, réduire les déchets. Et en vérité, c'est donc une personne de Monaco qui est venue me trouver, qui s'est interrogée justement sur ce que devenaient toutes ces plantes qu'on déterrait, donc tant dans les jardins de Monaco que dans les jardins de la mairie. Et du coup, on s'est rendu compte effectivement que c'était un petit peu dommage parce qu'elles étaient vraiment jetées à la poubelle. Et donc on a monté cet événement qui est le don de plantes. Je trouve que c'est extraordinaire. D'abord, les plantes, elles sont toutes belles. Et puis, les remettre comme ça à quelqu'un qui en prendra soin, parce que les gens qui sont là ont fait l'effort vraiment de patienter, c'est parce qu'ils aiment les plantes. Donc, je trouve que c'est formidable. Qu'est-ce que vous avez pris comme plante? Du phormium. C'est un peu difficile d'être très proche des plantes, il y a autre chose, les enfants et tout. Et le phormium, ça nécessite moins de travail qu'une autre plante. Voilà. Bégonia, dipladénia, géranium, sauge, iris, phormium ont donc trouvé preneur. Sur place, les jardiniers n'hésitaient pas à distiller quelques conseils comme pour la plantation ou pour l'arrosage. Depuis la mise en place de ce dispositif anti-gaspillage par la mairie en 2022, ce serait donc plus de 1200 plantes qui auraient été confiées aux bons soins des résidents et qui s'épanouiraient dorénavant dans leur demeure. Une jolie manière d'agir pour le bien de la planète. Grand succès donc pour cette 5e édition du don de plantes. Culture à présent avec les expositions à ne pas manquer en ce moment en Principauté. Coup de projecteur ce soir sur celle proposée à la galerie Moretti Fine Art et une rencontre entre deux artistes, Eva Clinsens et Julian Lennon. Un mélange entre photographie, peinture et sculpture aux univers similaires. L'exposition s'appelle She Said Yes et est visible jusqu'au 6 décembre. Voyez un aperçu dans ce reportage d'Alban Gingembre et Thomas Deus. Les sculptures d'Eva Clinsens se mélangent aux photographies de Julian Lennon. Un dialogue visuel pour célébrer la vie entre sérénité, joie et pureté. There are so many harmonious sort of juxtapositions in their work. He just paints and photographs people in a way that is very unique, and he can capture the soul and essence of people in the same way that Eva does. They have different ways of accessing a very abstract thought and fleeting moment. She Said Yes, c'est aussi un clin d'œil à la série de photos de Julian Lennon dans laquelle on peut voir les quelques moments qui ont précédé le mariage de la princesse Charlène avec le prince Albert II. Pour Eva Clinsens, travailler le marbre est une manière de matérialiser ses émotions. À un moment que je sens que là, il y a quelque chose qui se passe, je mets ça en quelques lignes, je fais des tableaux et de ça après je vais recréer des sculptures mais que je vais réinventer en fait avec mes mains de juste quelques lignes, et c'est tout avec mon intuition. Là c'est bon, pour moi c'est ma façon de vivre, de me recentrer tout le temps, et c'est mon petit bulle à moi. She Said Yes, ce sont tout simplement des œuvres qui disent oui à la vie. Les images qui vont suivre sont spectaculaires. Elles ont été tournées au petit matin dans le ciel monégasque. 5 sportifs de l'équipe Sky Unit se sont élancés depuis un hélicoptère pour une démonstration de wingsuit au-dessus de la Principauté. Juliette Rappert et Thomas Deus reviennent sur ce spectacle inédit. C'est encore dans la pénombre que l'équipe de Sky Unit s'est retrouvée à l'héliport pour préparer une performance unique. Leur objectif, réaliser un saut en wingsuit au-dessus de Monaco. Dernier préparatif avant le grand saut. Là, on est en train de s'équiper, de vérifier que tout est OK. Bon, on l'a déjà vérifié plusieurs fois, mais on n'est jamais assez sûr, donc on le vérifie chacun nous-mêmes. On va se vérifier entre nous ensuite, juste avant de monter dans l'hélicoptère. Dernière vérification, dernière répétition, et les 5 sportifs décollent au soleil levant. Et c'est à plus de 3300 mètres d'altitude que les wingsuiters se sont jetés dans le vide. Un vol spectaculaire atteignant des vitesses de pointe allant jusqu'à 250 km/h. Le wingsuit, ça veut dire combinaison ailée en anglais, donc c'est une combinaison avec des ailes qui permet de se mouvoir dans l'espace, de planer en fait. C'est une discipline du parachutisme, donc il y a la chute libre qui permet de sauter juste avec un parachute, et la wingsuit c'est une des disciplines du parachutisme qui permet d'avoir avec la combinaison un déplacement beaucoup plus long et en distance, en temps, dans l'air, ça permet vraiment de se mouvoir comme un avion qui plane.
Donc c'est un peu plus technique. Ils ont traversé le ciel en formation, équipés de fumigènes rouge et blanc, rappelant fièrement les couleurs de Monaco. C'était incroyable, genre la vue, tout ça, la vue entre nous, de voir les fumées, la puissance des choses, c'était incroyable. Juste la sortie de l'hélico, c'était le truc que moi je suis sorti en dernier, donc je vois tout le monde tomber sur 200-300 mètres. C'est un sport un peu qui fait peur, on a l'impression c'est waouh, c'est réservé à des gens vraiment des fous furieux qui veulent se tuer. C'est pas du tout ça. C'est vraiment nous on le voit comment on partage le ciel avec nos amis et on aimerait casser cette image du truc inaccessible, casser cette barrière en fait avec le grand public et démocratiser un peu ça. Et c'est impressionnant à voir. C'est impressionnant pour nous de le faire, donc si on peut partager ça avec les gens et partager notre passion, c'est cool, quoi. Faire découvrir ce sport extrême au grand public pour éveiller la curiosité et pourquoi pas susciter des vocations chez de futurs passionnés. Le parcours il est un petit peu long quand même pour arriver à la wingsuit, ça nécessite pas mal de sauts en vent. Et si par contre ça lui plaît, tout simplement de foncer et de prendre un maximum de plaisir. Une jolie prouesse technique pour cette bande d'amis et une première dans le ciel monégasque. De bien belles images à retrouver également sur nos réseaux sociaux. Il est temps à présent de découvrir les prévisions météo. Avec vous, Alban Gingembre. Bonsoir Alban, quelle est la tendance pour la journée de vendredi ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. La météo se maintient en principauté, un ciel dégagé et ensoleillé nous attend demain. Pas un nuage de prévu. Des températures agréables aussi avec 9 degrés le matin et 16 degrés l'après-midi. Une belle journée en perspective et en ce vendredi 15 novembre, nous fêterons les Albert sans oublier notre prince souverain. Une pensée donc aux princes souverains, à tous les Albert et à ceux également nés un 15 novembre. Ce journal est à présent terminé, merci de nous avoir suivis. On se quitte avec les photos de Manuel Vitali et la cérémonie du centenaire de l'AS Monaco Omnisport qui aura récompensé le passé, le présent et le futur. Demain, retrouvez Christophe Paco pour votre JT. Excellente fin de semaine à tous sur Monaco Info.